Le 23 juin 1944, au milieu de l'océan Atlantique, à environ 870 milles nautiques, à l'ouest des îles du Cap-Vert, le commandant Uno Kameo se tenait dans la salle de contrôle exiguë de l'I-52, un immense sous-marin cargo japonais transportant 2 tonnes d'or, 120 tonnes d'étain et des matériaux de guerre précieux à destination de la France occupée par l'Allemagne. À travers son périscope, il observa le U-530 allemand s'éloigner dans l'obscurité après avoir transféré du matériel radar et 2 techniciens. Le rendez-vous s'était déroulé sans accroc. Bientôt, son sous-marin ferait surface pour la traversée nocturne vers l'Europe, filant à 15 nœuds sous un ciel sans étoiles. Tout semblait parfait. Moins de 3 heures plus tard, le commandant Kameo et ses 94 hommes d'équipage seraient morts, victimes d'une technologie dont ils ignoraient l'existence. Les sons du sous-marin, se brisant, seraient enregistrés sur des bobines métalliques par des avions américains tournant au-dessus à l'écoute grâce à des dispositifs flottant à la surface de l'océan. Ces bouées sonores, larguées par un bombardier torpilleur Avenger, transmettraient les derniers râles de l'I-52 à des opérateurs postés à des kilomètres au-dessus, marquant non seulement la destruction d'un sous-marin, mais aussi l'effondrement psychologique de la confiance japonaise en sa marine sous-marine. L'océan jadis, autoroute impériale du Japon, était devenu un réseau de surveillance américain où rien ne pouvait se cacher. Les mathématiques de cette asymétrie technologique s'écrivaient déjà dans le Pacifique à travers des statistiques qui allaient pulvériser toutes les certitudes des sous-mariniers japonais sur leur capacité, leur mission et leurs chances de survie. Entre 1941 et 1945, les sous-marins américains coulèrent Blidle 314 navires japonais, représentant 5,3 millions de tonnes, soit 56% de toutes les pertes marchandes japonaises. Les sous-marins japonais, malgré leur sophistication technique et leur taille impressionnante, ne coulèrent que 184 navires alliés, totalisant à peine 1 million de tonnes. L'écart n'était pas seulement numérique. Il traduisait une différence fondamentale dans la façon dont les 2 nations concevaient la guerre sous-marine, la production industrielle et l'innovation technologique. Tandis que le Japon construisait les plus grands sous-marins du monde, capables d'emporter des avions et de faire le tour du globe, l'Amérique développait des systèmes sonars, capables de les entendre venir à plusieurs kilomètres. Alors que les ingénieurs japonais concevaient des navires magnifiques, les usines américaines produisaient des bouées sonores, des sonars FM, des torpilles acoustiques et des radars plus vite que le Japon ne pouvait imaginer des contre-mesures. La transformation ne commença pas par un moment spectaculaire, mais à travers des milliers d'engagements où les sous-mariniers japonais comprirent peu à peu qu'ils étaient traqués par des forces invisibles, suivis par des technologies qu'ils ne comprenaient pas et méthodiquement éliminés par une machine industrielle d'une ampleur inimaginable. Le lieutenant-commandant Nukio Nambu, officier commandant de l'I-401, l'un des gigantesques porte-avions sous-marins japonais, déclara plus tard aux interrogateurs américains, après sa reddition en août 1945, que le moment où il comprit que le Japon avait perdu la guerre ne vint pas d'une bataille, mais d'une simple écoute de communication radio-américaine pendant une patrouille. L'efficacité décontractée, l'abondance des ressources évoquées dans les échanges routiniers, le volume immense d'opérations coordonnées sur des milliers de milles marins révélèrent des capacités que le Japon ne pouvait égaler. Mais pour des milliers de sous-mariniers japonais, la prise de conscience vint à travers des rencontres directes et terrifiantes avec la technologie de guerre anti-sous-marine américaine, des rencontres qui laissèrent les survivants abasourdis et démoralisés. L'histoire de la façon dont les équipages des sous-marins japonais en vinrent à comprendre la supériorité technologique américaine n'est pas celle de batailles héroïques ou de résistance désespérée, mais celle d'une révélation cumulative, d'une compréhension graduelle d'un choc technologique si profond qu'il transforma des guerriers confiants en hommes conscients,
que leur cause était perdue bien avant la capitulation officielle de leur nation. La force sous-marine japonaise, qui entra en guerre en décembre 1941, était pourtant l'une des meilleures du monde. Le Japon possédait environ 70 sous-marins océaniques, dont plusieurs de conception révolutionnaire. Les sous-marins de la classe I-400 les plus grands du monde, jusqu'à l'avènement des bâtiments nucléaires dans les années 1960, mesuraient 120 mètres de long et déplaçaient 5900 tonnes en plongée. Ils pouvaient embarquer 3 hydravions bombardiers M6A1 Seiran dans un hangar étanche, les lancer par catapulte et théoriquement frapper des cibles aussi lointaines que New York ou le canal de Panama. Chaque I-400 disposait d'assez de carburant pour faire 1,5 fois le tour du monde, sans ravitaillement parcourant 37 500 milles nautiques à 14 nœuds. Leur ingénierie était magistrale. Système de réglage de flottabilité pour la dérive en plongée câble de démagnétisation contre les mines magnétiques radar de recherche aérienne et revêtements anéchoïques absorbant les impulsions sonars. Les sous-marins plus petits du Japon n'en étaient pas moins impressionnants. Les sous-marins cargo de type C, tels que l'I-52, pouvaient parcourir plus de 21 000 milles nautiques en transportant des matériaux stratégiques vitaux entre le Japon et ses alliés. Les sous-marins d'attaque rapide sillonnèrent le Pacifique, équipés de torpilles à longue portée et de capacités sous-marines impressionnantes. Les sous-mariniers japonais s'entraînaient intensément, pratiquaient les opérations de furtivité et connaissaient intimement leurs bâtiments. Beaucoup avaient des années d'expérience. Le commandant Tatsunosuke Ariazumi, qui dirigerait les opérations sous-marines à la fin de la guerre, était considéré comme l'un des meilleurs tacticiens sous-marins du Japon. Ses équipages étaient disciplinés, compétents et confiants. Ils avaient des raisons de l'être au début du conflit. Les sous-marins japonais participèrent avec succès à l'opération de Pearl Harbor, reconnurent les positions américaines, appuyèrent les opérations de flotte et chassèrent les navires de guerre alliés. La doctrine japonaise mettait l'accent sur le soutien de flotte, protéger les unités navales, mener des reconnaissances et attaquer des cibles militaires de grande valeur. Contrairement aux sous-marins américains centrés sur la guerre de course, les sous-marins japonais étaient réservés principalement aux opérations tactiques contre les bâtiments de guerre ennemis. Cette décision stratégique se révéla désastreuse. Tandis que les sous-marins japonais traquèrent les porte-avions américains, les sous-marins américains détruisaient méthodiquement la flotte marchande qui soutenait l'économie de guerre japonaise. Plus grave encore, cette focalisation tactique exposait les sous-mariniers japonais aux systèmes américains de lutte anti-sous-marine dans les contextes les plus dangereux, lorsque les forces navales ennemies étaient les plus vigilantes et les mieux protégées. Les premières rencontres avec les Sonobuoys eurent lieu en 1944, une fois la technologie perfectionnée par l'industrie américaine. Les bouées sonars étaient des dispositifs d'apparence simple, de petites unités sonars, alimentées par batteries larguées depuis des avions qui flottaient à la surface et captèrent les sons des sous-marins pour les transmettre par radio à l'appareil au-dessus. Développées initialement par les Britanniques sous le nom de code IT, elles furent rapidement adoptées et améliorées par les forces américaines. L'impact fut révolutionnaire. Jusque-là, un avion chassant un sous-marin devait garder le contact visuel ou s'appuyer sur le radar efficace seulement lorsque le sous-marin faisait surface. Une fois immergé, il devenait invisible. Les bouées sonars changèrent tout un avion, pouvaient en larguer 5 violettes orange, bleu, rouge et jaune, formant un réseau d'écoute sous-marine. L'appareil surveillait ensuite chaque bouée, écoutant les sons des hélices des machines ou des mouvements. La technologie s'avéra si efficace qu'elle devint l'équipement standard de tous les avions anti-sous-marins en 1944 et 1945. Pour le commandant Uno Kameo et l'équipage de l'I-52, les premiers signes d'un danger apparurent à 23h40, le 23 juin 1944.
L'avion torpilleur Avenger du lieutenant-commandant Jesse D. Taylor, décollé du porte-avions d'escorte USS Bogue, détecta l'I-52 au radar, alors qu'il naviguait en surface. Taylor lança des fusées éclairantes qui illuminèrent l'immense sous-marin, puis attaqua avec des bombes en profondeur, tandis que l'I-52 plongeait en urgence. La première attaque manqua de peu, les explosions encadrèrent le navire en descente. Ce qui suivit allait révolutionner la guerre anti-sous-marine. Taylor largua une bouée sonar violette dans l'eau. En quelques secondes, son opérateur radio perçut le bruit distinct des hélices du sous-marin transmis depuis le dispositif flottant. Taylor put suivre l'I-52 en plongée, anticiper ses manœuvres d'évasion et positionner son appareil pour le coup fatal. Il largua ensuite une mine Mark 24, nom de code Fido. Une torpille acoustique à guidage automatique qui se verrouilla sur le bruit des hélices de l'I-52 et le suivit sans relâche jusqu'à l'impact. Les bouées sonars enregistrèrent toute l'explosion, les bruits de la coque se disloquant. L'équipage de Taylor décrivit avoir entendu des craquements semblables à une boîte de conserve qu'on écrase. L'I-52 sombra jusqu'au fond de l'océan, à 17 000 pieds de profondeur, emportant avec elle le commandant Cameo. 94 marins, 14 passagers et 2 techniciens allemands. Les enregistrements des bouées sonars furent conservés aux archives nationales américaines sur de fines bobines de fil métallique, étiquetées Gordon Wire Nobruma et Noberman. 2 préservant les derniers instants d'un sous-marin dont l'équipage ne sut jamais quelle technologie l'avait condamné. Le naufrage de l'I-52 démontra des capacités qui terrifièrent les sous-mariniers japonais, lorsque les détails circulèrent par les réseaux de renseignement. Les avions américains pouvaient désormais suivre les sous-marins sous l'eau. Les implications étaient vertigineuses. Chaque fois qu'un sous-marin japonais plongeait pour échapper à un avion, il ne se cachait pas vraiment. Il quittait seulement la vue pour rester parfaitement visible aux capteurs acoustiques. Les groupes de chasse américains, centrés autour de porte-avions d'escorte comme l'USS Bogue, combinèrent radars, bouées sonars et torpilles acoustiques en système intégré qui transformèrent la chasse sous-marine d'une affaire de hasard. Elle devint une opération d'élimination systématique. La task force de l'USS Bogue à elle seule coula 13 sous-marins allemands et japonais entre février 1943 et juillet 1945, en utilisant ces méthodes à répétition. Les sous-mariniers japonais commencèrent alors à signaler des expériences étranges. Des avions apparaissaient au-dessus de leur position de plongée avec une précision inexplicable. Des grenades sous-marines tombaient selon des schémas parfaits, bien que le sous-marin se trouve à des centaines de pieds de profondeur. Des torpilles semblaient suivre leurs manœuvres d'évasion, comme guidées par des mains invisibles. Ils étaient pourchassés par des technologies que leur propre marine n'avait ni développées ni comprises et contre lesquelles elle ne pouvait rien. Le choc psychologique atteignit son paroxysme avec l'opération Barney, en juin 1945, lorsque 9 sous-marins américains équipés de sonars FM pénétrèrent la mer du Japon, à travers des détroits lourdement minés que les planificateurs japonais croyaient imprenables. Cette mer était censée être un sanctuaire protégé par 4 lignes de mines sous-marines dans le détroit de Tsushima. La marine marchande japonaise y naviguait librement, convaincue qu'aucun sous-marin ne pourrait traverser les champs de mines. Le sonar FM, conçu spécialement pour détecter les obstacles sous-marins, émettait un tintement caractéristique. Chaque fois qu'une mine était repérée, un son que les sous-mariniers américains surnommèrent les cloches de l'enfer. Cette technologie permettait de cartographier les champs de mines, d'identifier des passages sûrs et de franchir des barrières que les ingénieurs japonais pensaient infranchissables. Le 4 juin 1945, les 3 premiers sous-marins, Sea Dog Creval et Spadefish, entrèrent dans le détroit de Tsushima, en plongée leur sonar FM, dessinant sur les écrans électroniques la carte du champ de mine. Les cloches de l'enfer tintaient sans arrêt, tandis qu'ils se faufilaient entre des mines espacées, parfois de seulement 50 yards.
Après 20 heures passées sous l'eau, les 3 bâtiments émergèrent indemnes dans la mer du Japon. 2 autres groupes suivirent, et en quelques jours, 9 sous-marins américains opéraient librement dans des eaux que le Japon considérait jusque-là comme absolument inviolables. La chasse fut spectaculaire. Entre le 9 et le 24 juin 1945, ces 9 sous-marins coulèrent 28 navires japonais, totalisant 54 786 tonnes, dont un destroyer et un sous-marin. Ils agissaient en toute impunité, surface la nuit pour recharger les batteries plongées le jour, pour attaquer des convois marchands, persuadés d'être à l'abri. Le commandement naval japonais fut stupéfait. Les rapports de renseignement affluaient, décrivant des attaques de sous-marins américains à l'intérieur même de la mer du Japon. Les survivants racontaient que ces sous-marins se déplaçaient librement, frappaient à volonté et disparaissaient sans difficulté. Le choc psychologique fut immense. Si les sous-marins américains pouvaient pénétrer les eaux les plus défendues, s'ils disposaient d'une technologie capable de traverser des champs de mines qui avaient nécessité des années de travail, alors plus aucun endroit n'était sûr. L'océan lui-même était devenu territoire ennemi. Les commandants de sous-marins japonais opérant dans ces eaux comprirent immédiatement les implications. Ils étaient chassés par des forces dotées de capacités technologiques que le Japon ne pouvait égaler. Chaque patrouille devenait un exercice de survie plutôt qu'une mission de combat. L'écart technologique allait bien au-delà du sonar. Les sous-marins américains disposaient de radars capables de détecter des contacts de surface à plus de 20 milles dans de bonnes conditions. Les sous-marins japonais, eux, ne furent équipés de radars qu'à partir de juin 1944, en nombre limité et avec des performances nettement inférieures. Cela signifiait que les sous-marins américains pouvaient repérer leurs adversaires bien avant d'être eux-mêmes détectés, suivre leur cible hors de portée visuelle et se positionner pour l'attaque avec un avantage informationnel décisif. Les sous-marins américains bénéficiaient en outre des renseignements d'Ultra, l'opération de décryptage des communications navales japonaises. Les forces américaines connaissèrent les horaires, les zones de patrouille, les routes de ravitaillement et les plans opérationnels japonais, souvent avant même que les sous-marins nippons ne reçoivent leurs propres ordres. Combiné à la supériorité du radar et du sonar, cela signifiait que les sous-marins japonais évoluaient dans un océan où l'ennemi savait où ils étaient, où ils allaient, et disposait de la technologie pour les y suivre. Le lieutenant-commandant Nuki Yonambu, commandant de l'I-401, décrivit plus tard ce sentiment aux interrogateurs américains comme celui d'être constamment observé constamment, suivi jamais en sécurité, même au milieu de l'océan vide. La paranoïa n'était pas une illusion, c'était une évaluation exacte de la réalité. L'écart industriel se manifesta de manière sidérante pour les sous-mariniers japonais qui survécurent assez longtemps pour voir les installations américaines après la reddition. Alors que le Japon peinait à maintenir environ 70 sous-marins opérationnels durant la guerre, les États-Unis en construisirent 314 entre 1941 et 1945, remplaçant les pertes plus vite que le combat ne pouvait les infliger. Les chantiers navals américains produisaient des sous-marins à un rythme que les planificateurs japonais jugeaient tout simplement impossible. Le chantier naval de Mare Island, en Californie, la Electric Boat Company, dans le Connecticut, le chantier naval de Portsmouth, dans le New Hampshire, et d'autres installations similaires fonctionnaient jour et nuit, lançant des sous-marins de flotte à des intervalles que les chantiers japonais étaient incapables d'égaler. Ces sous-marins, eux-mêmes, incarnaient des capacités industrielles que le Japon ne pouvait concevoir. Les sous-marins américains des classes Gato et Balao, bien que plus petits que les géants japonais, étaient produits à partir de composants standardisés, fabriqués dans des dizaines d'usines à travers tout le pays. Moteurs batterie, torpilles périscope, systèmes sonars, tout provenait d'ateliers distincts et arrivait dans les chantiers d'assemblage selon des flux parfaitement coordonnés.
Un seul sous-marin de classe Gâteau nécessitait environ 140 000 pièces produites par des sous-traitants répartis dans 32 États. La chaîne d'approvisionnement ne connut jamais de rupture. Les pièces de rechange étaient disponibles immédiatement. Les réparations s'effectuaient sans délai et les pertes étaient remplacées en quelques mois. À l'inverse, les sous-marins japonais endommagés attendèrent souvent des semaines, voire des mois, avant de pouvoir être réparés, en raison de la pénurie de pièces de la surcharge des ateliers et de goulots d'étranglement industriels que les forces américaines ne connurent jamais. La situation des torpilles illustrait parfaitement ce fossé technologique et industriel. Au début de la guerre, les sous-marins américains étaient équipés de la torpille, Mark 14, un engin défectueux souffrant de problèmes de profondeur de raté, du détonateur magnétique et de panne du percuteur. Pendant près de 2 ans, les sous-mariniers américains combattirent avec des armes qui souvent n'explosaient pas ou passaient sous leurs cibles sans les atteindre. Cela aurait pu offrir au Japon une opportunité stratégique. Mais, au lieu de cela, les sous-mariniers américains identifièrent eux-mêmes les défauts, menèrent leurs propres essais et appliquèrent les corrections malgré la résistance du Bureau of Ordnance. En septembre 1943, les défauts du Mark 14 furent corrigés. Dans le même temps, la torpille électrique, Mark 18, entra en service. Elle ne laissait aucune trace en surface, ne donnant ainsi aucun avertissement à la cible. Quant à la mine, Mark 24, en réalité, une torpille acoustique autoguidée surnommée Fido. Elle pouvait être larguée depuis un avion et suivre de manière autonome le bruit des hélices d'un sous-marin jusqu'à l'impact. Les forces japonaises ne développèrent jamais d'armes équivalentes. Les torpilles japonaises, bien que généralement fiables, n'offraient aucun avantage technologique. Et surtout, l'industrie japonaise était incapable d'en produire en quantité comparable à celle des États-Unis. Les sous-marins américains emportaient 24 torpilles par patrouille et les utilisaient librement, sachant que le réapprovisionnement était garanti. Les sous-marins japonais, eux, en transportaient moins et devaient tirer avec parcimonie, faute de stock suffisant. L'effet cumulatif de ces avantages technologiques et industriels créa une inévitable fatalité mathématique que les sous-mariniers japonais finirent par comprendre. Chaque patrouille, chaque rencontre, chaque fuite face aux forces américaines de lutte anti-sous-marine renforçait la même vérité, l'océan appartenait désormais à l'Amérique. En 1944, année la plus meurtrière de la campagne, les sous-marins américains coulèrent en moyenne un navire japonais par jour. Cette année-là, 492 navires marchands japonais, totalisant 2387 780 tonnes, furent détruits par leurs attaques. L'industrie japonaise était incapable de remplacer les pertes. La flotte marchande japonaise, qui atteignait environ 6 millions de tonnes en 1941, était tombée à 2 millions de tonnes en août 1945, dont seulement 320 000 en état de naviguer. La destruction du commerce maritime japonais n'était pas qu'un problème militaire, c'était l'étranglement méthodique de l'économie de guerre du pays. Le riz d'Asie du Sud-Est ne parvenait plus aux villes japonaises. Le pétrole des Indes néerlandaises orientales ne parvenait plus aux raffineries. Le caoutchouc, l'étain, le tungstène, tous les matériaux nécessaires à la poursuite de l'effort de guerre restèrent bloqués dans les territoires d'outre-mer, tandis que les sous-marins américains patrouillaient sans relâche les routes maritimes. En 1945, les sous-marins américains avaient tant détruit qu'ils peinaient à trouver des cibles valant une torpille. La marine marchande japonaise était pratiquement anéantie. Les rares navires encore en service longèrent les côtes, empruntaient des chenaux étroits, où les opérations sous-marines étaient dangereuses ou restaient à quai, préférant ne pas risquer la traversée. Les ministres japonais reconnaîtrent plus tard devant la Diète que la principale cause de la défaite avait été la perte du transport maritime, admettant que les sous-marins américains avaient contribué davantage à la victoire que n'importe quel autre système d'armes.
Pour les sous-mariniers japonais qui survécurent à la guerre et virent de leurs propres yeux les installations américaines après la reddition, la révélation technologique fut accablante. La preuve tangible que leur monde sous-marin, autrefois symbole de puissance impériale, avait été dépassé et détruit par la puissance industrielle des États-Unis. Le capitaine Tatsunosuke Arizumi, concepteur du programme de sous-marins de type I-400 et l'un des officiers sous-mariniers les plus expérimentés du Japon, se suicida à bord de l'I-401 plutôt que de se rendre. Il avait compris ce que de nombreux officiers de la marine impériale commençaient à admettre: le Japon avait défié une puissance industrielle dont les capacités technologiques dépassaient tout ce que les planificateurs nippons avaient imaginé. Lorsque les I-401 et I-400, ces immenses porte-avions sous-marins, se rendirent en août 1945, les marins américains qui montèrent à bord furent stupéfaits par leur taille. Ces sous-marins étaient plus longs que des destroyers américains, déplaçaient plus de tonnage que n'importe quelle unité de la flotte sous-marine américaine et disposaient de capacités qui semblaient futuristes. Pourtant, ils n'avaient rien accompli sur le plan opérationnel. Aucun des deux n'avait tiré un seul coup au combat. L'attaque prévue contre l'atoll d'Ulithi avait été annulée à la fin des hostilités, et la frappe planifiée contre le canal de Panama ne vit jamais le jour. Ces navires magnifiques, fruits de milliers d'heures d'ingénierie et de ressources industrielles précieuses, n'apportèrent rien à l'effort de guerre japonais, précisément parce que la supériorité technologique américaine rendait leur mission impossible. Ils ne pouvaient atteindre leur cible sans être détectés, ne pouvaient opérer en sécurité dans des zones contrôlées par les États-Unis, et ne pouvaient survivre face aux groupes de chasseurs-tueurs, aux bouées sonars, aux radars, aux torpilles acoustiques et aux systèmes anti-sous-marins perfectionnés par les forces américaines. L'examen des sous-marins japonais capturés révéla à la fois des prouesses d'ingénierie et des faiblesses critiques. Leur coque n'était pas aussi solide que celle des modèles allemands ou américains, limitant leur profondeur de plongée sécuritaire. Leur taille et leur structure les rendèrent faciles à détecter, au sonar leurs signatures acoustiques, pouvant être identifiées à plusieurs kilomètres. Ils furent privés de radar, jusqu'à la toute fin de la guerre, n'avaient pas d'équivalent au sonar FM américain pour la détection de mines, et leur défense anti-aérienne était insuffisante contre des avions américains devenus redoutablement efficaces. Plus grave encore, ils ne possédaient pas de système de conduite de tir intégré comparable à celui des sous-marins américains. Ces derniers utilisaient des calculateurs automatiques de tir, capables de déterminer instantanément la solution de lancement en fonction de la vitesse du cap, de la distance de la cible et des caractéristiques de la torpille. Les sous-marins japonais, eux, devaient effectuer ces calculs manuellement, avec un risque d'erreur élevé et des délais fatals pendant les approches d'attaque. Le fossé technologique n'était pas subtil, il était profond, structurel et omniprésent, affectant chaque aspect des opérations sous-marines. Le coût humain de cette infériorité fut effroyable. Le Japon perdit environ 130 sous-marins. Pendant la guerre, un taux de perte 2 fois supérieur à celui des États-Unis. Sur les 70 sous-marins dont il disposait en décembre 1941, ainsi que ceux construits par la suite, la plupart furent détruits par les forces américaines, grâce aux technologies mêmes qui inspiraient la terreur sonar radar. Attaques aériennes, charges de profondeur et opérations de chasse systématiques. Près de 10 000 sous-mariniers japonais périrent, soit plus de 70% des effectifs, un taux de mortalité parmi les plus élevés de toutes les branches militaires. Ce qui avait commencé comme un service prestigieux et honorifique devint à la fin du conflit une condamnation à mort. Les jeunes hommes affectés à la flotte sous-marine savaient qu'ils ne reviendraient probablement pas. Les familles pleuraient leurs fils avant même qu'ils ne terminent leur formation consciente des statistiques. La force sous-marine japonaise, qui était entrée dans la guerre avec fierté et confiance, la termina brisée, un bras désarticulé d'une marine vaincue, démoralisée et neutralisée par l'écrasante supériorité technologique de son adversaire.
La transformation psychologique des sous-mariniers japonais reflétait d'une certaine manière celle des prisonniers de guerre allemands aux États-Unis, mais par un chemin différent. Les Allemands avaient constaté directement la prospérité et la puissance industrielle américaine. Les Japonais, eux, en firent l'expérience à travers des rencontres mortelles en mer. Les uns comme les autres en arrivèrent à la même conclusion. L'Amérique avait gagné non seulement par les armes, mais par la maîtrise absolue de la technologie et de l'industrie. Le Japon et l'Allemagne avaient défié des nations dont les capacités industrielles et technologiques dépassaient tout ce que les puissances de l'Axe pouvaient égaler. Pour les sous-mariniers japonais qui se rendirent en août 1945, la preuve de la supériorité américaine était écrasante et incontestable. On les fit monter à bord de sous-marins américains pour leur montrer une technologie qu'ils n'avaient jamais vue. Ils visitèrent des installations navales américaines et furent témoins de capacités de production qui expliquaient pourquoi les forces américaines ne manquaient jamais de rien. Ils virent les bouées sonars qui avaient traqué leurs camarades, observèrent le sonar FM qui avait permis aux sous-marins américains de traverser les champs de mines, étudièrent les radars donnant aux sous-marins américains une vision au-delà de l'horizon visuel et manipulèrent les torpilles acoustiques qui avaient détruit tant de sous-marins japonais. Le lieutenant-commandant Nukio Nambu, capturé à bord de l'I-401 et emmené sur l'USS Segundo, après la reddition, reçut une visite guidée du sous-marin américain par le lieutenant-commandant Stephen L. Johnson. Nambu examina le radar du Segundo, ses systèmes sonars, son calculateur de tir et ses mécanismes de chargement de torpilles. Tout était plus avancé que les systèmes japonais équivalents, et plus encore, tout fonctionnait avec fiabilité. Les équipements ne tombaient pas en panne. Les systèmes fonctionnaient comme prévu. Les sous-mariniers américains opéraient avec une aisance confiante, née de la certitude que leur technologie était supérieure et que leur soutien logistique était assuré. L'équipage de Johnson avait survécu à 9 patrouilles de guerre coulées des navires japonais, échappé aux forces anti-sous-marines ennemies et s'attendait à survivre à la guerre. Les sous-mariniers japonais, eux, n'avaient dit pas cette assurance. Ils savaient qu'à tout moment, la technologie américaine pouvait les localiser, les suivre, les détruire. Le poids psychologique en était immense. Nambu déclara plus tard aux interrogateurs que le moment où il comprit que le Japon avait perdu ne fut pas lorsqu'il apprit les bombardements d'Hiroshima ou de Nagasaki, mais des mois plus tôt, lorsqu'il intercepta des communications radio-américaines et entendit l'efficacité désinvolte avec laquelle les forces américaines coordonnaient leurs opérations sur des milliers de milles nautiques. L'ampleur de ces opérations, l'abondance des ressources évoquées dans des transmissions ordinaires, la sophistication technologique perceptible dans chaque procédure de routine révélèrent des capacités que le Japon ne pourrait jamais égaler. Les preuves s'accumulèrent encore après la reddition. Les sous-mariniers japonais furent emmenés dans des bases américaines au Japon, à Sasebo, où leurs sous-marins capturés furent étudiés, puis à la baie de Tokyo, où les cérémonies de reddition se tinrent en présence de sous-marins américains exposés en symbole de victoire. Le vice-amiral Charles A. Lockwood, commandant des forces sous-marines du Pacifique, fit hisser son pavillon sur les I-400 et I-401 lors de la cérémonie du 2 septembre 1945 à bord de l'USS Missouri. Le message était limpide. Les sous-marins américains avaient là vaincu les sous-marins japonais grâce à leur supériorité technologique et industrielle. Lorsque les I-400 et I-401 furent transférés à Hawaï pour un examen détaillé leurs équipages japonais, les accompagnèrent comme conseillers techniques. Ils regardèrent les ingénieurs américains démonter leurs navires, pièce par pièce, photographier chaque composant, mesurer chaque dimension, documenter chaque système. Les Américains étaient méthodiques professionnels, parfois impressionnés par certains aspects de l'ingénierie japonaise, mais jamais intimidés. Ils avaient déjà compris ces machines et les avaient vaincues non par une meilleure habileté en mer, mais par une supériorité technologique soutenue par une puissance industrielle colossale.
La révélation finale survint lorsque les I-400, I-401 et d'autres sous-marins capturés furent emmenés au large d'Hawaï et délibérément coulés comme cible en 1946. Cette décision fut motivée en partie par les demandes soviétiques d'examiner ces navires auxquels les Américains refusèrent de céder, préférant les détruire. Le symbole fut puissant pour les anciens sous-mariniers japonais, leur plus beau bâtiment chef-d'œuvre de technologie et de fierté nationale, capable de transporter des avions à travers le Pacifique pour frapper les villes américaines, furent anéantis sans cérémonie par des forces qui n'avaient plus besoin d'eux-mêmes pour l'étude. La technologie sous-marine américaine avait désormais dépassé tout ce que les sous-marins japonais pouvaient enseigner. Ces navires, autrefois incarnations de la puissance maritime japonaise, n'étaient plus que des cibles d'entraînement, leur disparition à peine consignée dans les archives. Pour les sous-mariniers japonais, le message était clair. Le Japon avait construit des sous-marins impressionnants, mais l'Amérique avait construit une technologie qui les avait rendus obsolètes. L'océan n'avait jamais vraiment appartenu au Japon. Il avait seulement fallu du temps pour que la supériorité technologique et industrielle américaine se manifeste pleinement. Les leçons tirées par les sous-mariniers japonais se répandirent dans le Japon d'après-guerre, à mesure que les survivants rentraient et racontaient leurs expériences. Beaucoup rédigèrent des mémoires, décrivant leur choc devant la puissance technologique américaine, témoignages amers d'une génération qui avait vu de ses propres yeux la fin d'un monde. D'autres anciens sous-mariniers donnèrent dans le Japon d'après-guerre des conférences au personnel des forces d'autodéfense sur l'importance de la parité technologique dans la guerre moderne. Les associations de vétérans des sous-marins, fondées dans les années 1950 et 1960, concentrèrent leurs efforts sur la compréhension des causes de l'échec. Pourquoi la flotte sous-marine japonaise, malgré une ingénierie impressionnante, avait-elle accompli si peu? Les conclusions furent unanimes: l'infériorité technologique, la faiblesse industrielle et la mauvaise stratégie avaient condamné les sous-marins japonais dès le départ. Aucun courage, aucune compétence, aucune détermination ne pouvait compenser une asymétrie aussi fondamentale des capacités. Les sous-marins américains bénéficiaient d'avantages technologiques à tous les niveaux: détection conduite, de tir, communication, navigation et logistique. Les sous-marins japonais, quelle que soit la qualité de leur conception ou la maîtrise de leurs équipages, combattaient depuis des positions de désavantage permanents. Les marins qui avaient compris cette leçon la transmirent à la reconstruction du Japon, influençant la politique industrielle, le développement technologique et la planification militaire pendant des décennies. Le miracle économique qui transforma le Japon dans les années 1950-1960 fut en partie nourri par les leçons de la guerre. L'industrie japonaise se concentra sur l'excellence technologique, le contrôle de la qualité et l'avantage compétitif plutôt que sur la taille ou la démesure. Les sous-marins I-400 avaient été impressionnants mais inefficaces. Le Japon d'après-guerre fabriqua des produits plus petits, plus fiables, plus avancés technologiquement. L'accent passa des exploits individuels à la création de systèmes intégrés et cohérents. Des entreprises comme Sony, Toyota et Honda, qui devinrent des leaders mondiaux, tirèrent directement parti des échecs militaires d'hier. Elles comprirent que la supériorité technologique exigeait non seulement de bonnes idées, mais aussi des systèmes complets, une production fiable, une assurance qualité et une amélioration continue. D'anciens officiers de la marine impériale, y compris des vétérans des sous-marins, rejoignirent ces entreprises et influencèrent leur développement. Les leçons de la supériorité technologique américaine durant la guerre façonnèrent ainsi la philosophie industrielle du Japon moderne. La transformation atteignit sa plénitude lorsque les sous-marins des forces maritimes d'autodéfense japonaises commencèrent dans les années 1960-1970 à intégrer des technologies américaines. Les sous-mariniers japonais s'entraînèrent avec des instructeurs américains, adoptèrent leurs tactiques, utilisèrent leurs systèmes sonars
et opérèrent sur des bâtiments conçus avec leur aide. Les anciens ennemis devinrent alliés unis par la reconnaissance que la supériorité technologique et la puissance industrielle déterminaient l'issue des conflits modernes. Pour les vétérans japonais ayant connu la guerre, cette transformation validait leur constat d'après-guerre. Le Japon devait égaler les capacités américaines, non les admirer à distance. Dans les années 1980, les sous-marins japonais comptaient parmi les meilleurs au monde, intégrant les leçons tirées d'une défaite douloureuse. Le cercle était bouclé, ceux qui avaient été traqués par le sonar américain construisaient désormais des sous-marins, utilisant des technologies équivalentes, ayant appris par la défaite ce que leurs anciens adversaires avaient compris par la victoire. Les enregistrements de la destruction de l'I-52, conservés sur des bobines métalliques dans les archives américaines, demeurent le témoignage d'une révolution technologique dans l'art de la guerre. Une analyse moderne menée par le Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory a confirmé que des torpilles acoustiques autoguidées, orientées par des sons transmis via les bouées sonars, avaient détruit l'I-52 de manière concluante. La technologie qui tua le commandant Kameo et son équipage en juin 1944 représentait des capacités que le Japon n'égala jamais. Durant le conflit, des capacités qui, perfectionnées, devinrent la norme des Marines modernes. Sonar radar, torpilles acoustiques, toutes ces innovations qui avaient jadis terrifié les sous-mariniers japonais devinrent les piliers de la guerre navale contemporaine. L'histoire de ces équipages, découvrant que l'océan ne leur appartenait plus, est en définitive celle du changement technologique dans la guerre, une démonstration que la supériorité industrielle et scientifique l'emporte sur le courage et la volonté. Les sous-mariniers japonais n'étaient ni lâches ni incompétents. Ils combattaient avec un matériel insuffisant contre des forces dotées d'avantages décisifs. Leur chemin psychologique de la confiance à la reconnaissance de la défaite refléta celui des prisonniers de guerre allemands aux États-Unis. Deux peuples confrontés à une puissance technologique qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni égaler, mais dont ils tirèrent les leçons pour reconstruire leur avenir. L'océan que les sous-mariniers japonais parcouraient jadis avec assurance était devenu un domaine américain, façonné par la technologie et l'industrie. Les bouées sonars flottaient à la surface, transmettant les sons venus des profondeurs, tandis que le radar balayait l'horizon au-delà du regard humain, symbole d'une ère où la suprématie passait désormais par la science. Les torpilles acoustiques traquaient désormais les sous-marins de manière autonome. Les groupes de chasseurs-tueurs coordonnaient avions et navires de surface en systèmes intégrés, éliminant les sous-marins de façon méthodique. La transformation était achevée à la mi-1945. Les sous-marins japonais n'avaient plus nulle part où se cacher, aucun port sûr, aucun espoir de survie. Lorsque les 9 sous-marins américains de l'opération Barney émergèrent de la mer du Japon, par le détroit de la Pérouse à la fin de juin 1945, après avoir coulé 28 navires japonais, dans des eaux que l'état-major impérial croyait imprenables. La défaite psychologique de la marine japonaise fut totale. Si les sous-marins américains pouvaient pénétrer les zones les plus défendues en utilisant la technologie pour franchir les champs de mines, alors la suprématie navale japonaise était terminée. L'océan appartenait désormais à ceux qui maîtrisaient la technologie. Les sous-mariniers japonais comprirent cette leçon de manière viscérale. Ils avaient été traqués, suivis et détruits par des technologies qu'ils ne pouvaient ni voir ni contrer. Ceux qui survécurent savaient que la défaite du Japon était inévitable dès l'instant où la supériorité industrielle et technologique américaine s'était pleinement manifestée. L'océan n'avait jamais vraiment appartenu au Japon. Il fallut seulement du temps pour que la réalité s'impose. Les bouées sonars américaines, les radars, les torpilles acoustiques et la puissance industrielle des États-Unis avaient transformé la guerre sous-marine. Quelles que fussent leurs compétences ou leur courage, les sous-mariniers japonais combattèrent dans un environnement où l'ennemi possédait des avantages technologiques décisifs.
Cette prise de conscience fut progressive, née d'une multitude de rencontres, d'évasions, de justesse, de rapports d'autres équipages. En 1945, elle était universellement partagée. Parmi les survivants, l'océan ne leur appartenait plus. Il appartenait à la nation qui avait construit la technologie pour le dominer. L'Amérique avait remporté la guerre sous-marine, non par une meilleure navigation, mais par la science, l'ingénierie et la capacité industrielle. Cet héritage perdure dans la guerre navale moderne. Le sonar reste au cœur des opérations sous-marines. Les torpilles acoustiques sont devenues des armes standards. Les bouées sonars, infiniment plus avancées que leur version de 1944, surveillent aujourd'hui les océans largués par avions ou navires. La révolution technologique qui avait stupéfié les sous-mariniers japonais en 1944 continue d'évoluer les sous-marins modernes, intégrant des capacités qui émerveilleraient aussi bien les forces américaines que japonaises de la Seconde Guerre mondiale. Mais la leçon fondamentale demeure la supériorité technologique, soutenue par la puissance industrielle, détermine l'issue des guerres modernes. Les sous-mariniers japonais apprirent cette vérité à travers la défaite. Ils la transmirent à la reconstruction du Japon et influencèrent le développement industriel et la stratégie militaire du pays pendant des générations. Les sous-marins, qui symbolisaient jadis la puissance navale impériale, reposent aujourd'hui au fond des mers ou dans des musées monuments à une ingénierie remarquable rendue obsolète par une technologie supérieure. Les équipages qui les servirent laissèrent un héritage qui façonna des nations, une leçon sur l'importance de la compétition technologique pour déterminer quels peuples prospèrent et lesquels échouent. L'histoire de ces marins interceptant les signaux des bouées sonars américaines et réalisant que l'océan ne leur appartenait plus, demeure un témoignage saisissant du changement technologique dans la guerre. De la confiance à la désillusion, de la présomption de supériorité à la reconnaissance de l'infériorité, ce parcours transforma non seulement des individus, mais aussi des nations. L'océan changea de main, non par de grandes batailles de surface, mais par des technologies invisibles flottant à la surface, écoutant les profondeurs, transmettant les sons à des forces qui chassaient avec une précision scientifique. Le commandant Uno Kameo et les milliers de sous-mariniers japonais morts durant la guerre furent vaincus par un système industriel et technologique qu'ils ne purent comprendre qu'une fois trop tard. Ceux qui survécurent emportèrent un savoir qui façonna le Japon d'après-guerre et influença le développement naval mondial pendant des décennies. L'océan appartenait à ceux qui maîtrisaient la technologie pour le dominer, une leçon apprise dans la douleur entre 1941 et 1945, mais toujours pertinente aujourd'hui dans la guerre moderne et la compétition technologique.